C'était le 17 septembre 1973 qu'on est arrivé à l'Académie de guerre. L'Académie de guerre, c'est le haut lieu stratégique de toutes les armées. Ça représente un tiers de toutes les armées qui s'occupent à faire la guerre. C'est l'aristocratie des militaires. Les autres deux tiers ne font que de la logistique, alimentation, stock. Donc on arrive à l'académie de guerre et ça recommence. Ils avaient transformé l'académie de guerre en centre de torture, surtout le premier étage. Tu sais, après que tu montes la grande escalier, tu arrives à un premier hall. Il avait vidé ce hall-là. Il y avait un stock de prisonniers en attente d'être torturés. Et les tortures se menaient dans l'autre hall qui est en diagonale. Un grand hall, il avait vidé. Et là, c'était, encore une fois, électricité, torture, coups de pied, évanouissement. Qu'est-ce que tu fais? Et puis, des armes. Est-ce que tu avais des armes? Est-ce que tu connais quelqu'un qui avait des armes? Ça, c'était la grande inquiétude. Ils torturaient 2-3 personnes en même temps dans ce deuxième hall. Par terre, comme ça. Toujours la petite table, l'officier. C'était pas la même ambiance. Et puis, c'est organisé une armée. Coracer, c'était tout ce qui est suspect, on embarque. Salinas, c'était spécial. C'était spécial à mon cas. Tout le monde passait pas par Salinas. Et l'académie de guerre, là, c'était pour parler des choses sérieuses. On a passé tout le 17. Et puis, ce n'est que le soir, à la nuit tombée, qu'on nous a fait remonter au bus, toujours le même bus, pour nous amener au bateau prison l'Ébou, qui nous attendait. Il était vide quand on est arrivé, on l'a inauguré, qui nous attendait dans la jetée du port de Valparaiso. On nous a conduits un par un, à l'arrivée, à la jetée, un par un, pour monter à ce bateau. Par un corridor de marins qui nous donnaient des coups de culasse, des coups de poing, monter au bateau. Pas seulement monter au bateau, mais faire les couloirs internes de ce bateau pour déboucher sur le pont. Le Lébou était un bateau pour amener de la charge en vrac. Donc, dans le haut du pont, il y avait des grands trous par où on venait jeter la charge en vrac. Et donc, c'est là où on nous a mis. Comme ça, qu'il y ait 10, 100 ou 1000 personnes, un seul suffit pour surveiller tout ce monde-là. Il n'y avait pas moyen de s'échapper puisque la seule façon de rentrer à l'intérieur de la cale, nous on était à la cale numéro 2, celle qui est juste avant le bâtiment où on conduit le bateau. Et pour rentrer là, c'est pas fait pour rentrer. C'est juste lorsqu'il y a de la maintenance, une petite échelle en acier, dans une paroi métallique totalement verticale, avec des barreaux comme ça soudés. Voilà. Descente 15 mètres peut-être de profondeur, pour arriver à la première partie de la cale, où il y avait des bois pour la deuxième, où on touchait le fond du bateau. Donc on est descendu là un par un. Je me rappelle, je crois que c'était ce premier jour, il y a un qui est descendu et qui venait très très mal. Il s'appelait Werner Simon, d'origine allemande. Il devait avoir la quarantaine. Donc pour nous, qu'on avait 25 ans, 26 ans, c'était un vieux. Et voilà qu'il est arrivé avec une clavicule cassée, des côtes cassées. On avait marché sur lui dans ces conditions-là. Il n'arrivait pas à descendre. Il y a quelqu'un qui vient l'aider, il monte. Les marins, ils disent non, personne ne bouge. Personne ne doit l'aider. C'était impossible. Allez, il monte, il va le chercher. Ah, c'était 2. Ils tremblaient, ils n'arrivaient pas à descendre dans ces conditions-là. J'ai été le chercher.
Et à trois, on a eu vraiment du mal à descendre cet escalier de la mort. Alors, je me rappelle toujours, c'est comme ça que j'ai connu Werner, que je le considère mon frère adoptif, quoi. Donc on était en bas dans cette cale-là, et très peu à manger. On descendait la première journée, il n'y a pas eu à manger du tout, malgré que nous, on était déjà 2, 3 jours sans manger. Pour la nourriture, c'était pareil. On nous amenait des haricots dans des fûts de 250 litres, des gros fûts coupés, et qu'il fallait, avec les grues du bateau, faire descendre, faire monter. On nous faisait monter 2, 3, 4 volontaires, à qui en plus on nous donnait des coups de culasse. Mais c'était intéressant. Avec Werner, on a toujours été volontaires pour descendre et monter les fûts. Au moins, ça nous permettait de prendre de l'air, de s'informer. Pour les toilettes, même procédé, des fûts de 250 litres. Je me rappelais que c'était extrêmement difficile faire ses besoins là-dessus, parce que la tôle, elle était coupante. Et puis c'était trop haut. Et voilà nos conditions de vie qui étaient très dures. Au début de la première journée a été très dure. Parce qu'on est arrivé, et puis il était encore noir. Et donc on s'est couché, un à côté de l'autre comme ça, collés, pour qu'il n'y ait pas de la chaleur qui ne se disperse pas. Ça faisait vraiment une masse de tabassés avec un silence mortel. La première nuit au début, elle m'a vraiment marqué. Elle m'a marqué parce que on a dormi tous par terre dans l'acier. Après, on a pu s'organiser avec des cartons qu'on avait trouvés, mais c'était dans l'acier très froid, un à côté de l'autre. On s'est, sans se concerter, on s'est mis un à côté de l'autre comme ça, collé, 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 pour que la chaleur ne parte pas. Puis on avait peur. On avait peur de tomber. Parce que sur la hauteur du bateau, à mi-chemin, il y avait la première cale, là. En bas, il y avait une deuxième cale. La cale était divisée en deux par des bouts de bois qui venaient faire le sol. Mais il n'y avait pas, au début, la première nuit, il n'y avait pas des bouts de bois pour tout fermer. Donc il y avait une zone où tu dormais, dans l'acier, et là tu avais un grand trou qui arrivait jusqu'au fond du bateau. Et on avait peur la nuit de bouger et tomber, quoi. Donc on a été terrorisés. Puis il y a des choses qui m'ont marqué dans cette cale. Je me rappelle là où moi je vivais, El Cerro Los Placeres. En fait, c'est entre Valparaiso et Viña del Mar. Il y avait un curé qui était vraiment très, 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 très sympa. Le père Woodward, c'était un Anglais. Alors lui, on l'a torturé dans un bateau à côté, le bateau des officiers, la Esmeralda, c'est un beau voilier. Là, ils ont torturé d'une façon sauvage à beaucoup de monde. Et lui, il est mort. Il est mort de la torture. Bon, il y a eu aussi on était en stock, le vrai stock, là, le début, hein, pour se faire torturer à l'académie de guerre, pour monter à la torture partout. Et dans ce grand stock, il y a eu pas mal qui se sont suicidés dans tous ces bateaux-là. Il y a eu le cas de Sanguinetti. Je crois que c'était le chef de la police des douanes. Il n'a pas supporté les tortures, et quand ils allaient le descendre, un jour, il s'est lancé du haut. Il est passé jusqu'au bas du bateau. Il s'est suicidé. Il y a eu un autre aussi que j'ai jamais su son nom. Il s'est suicidé. Il a fallu aller le chercher. En bas, j'oublierai jamais, son crâne était totalement éclaté. Il était vivant encore. Il a fallu le chercher pour le sortir, attaché dans la grue. Le début a été au début un grand enfer, parce que on voyait arriver différentes personnes, y rentraient,
ils partaient vers la torture, certaines ne revenaient plus. Je me rappelle d'un député socialiste qui venait avec brûlé, totalement brûlé à la cigarette. Il y avait des gens qui arrivaient pratiquement à vomir de haine et de rage chaque fois qu'ils revenaient de la torture. Je me rappelle de camarades qui passaient 3 jours sans parler, muets, tétanisés. Voilà ce qui a été le Lébou, mais aussi le Maipo, mais aussi la Esmeralda, à Valparaiso. À Conception, il y a eu d'autres bateaux-prisons. Après mon départ du Chili, j'ai eu connaissance de la mort de plusieurs détenus du Lébou. Je suivais les journaux et j'ai appris qu'il y avait un certain nombre, Ángel Díaz, Hurtado, Fuensalida, Lo, tous ces gens de Limache, c'est une ville, Limache, tous ces gens, ils ont apparu comme lors d'un interrogatoire, on ne parle pas de torture, et les journaux, lors de l'interrogatoire, il y a certains qui ont voulu s'échapper. Et c'est dans ce cadre-là, ils ont trouvé la mort. Ils ont été fusillés. Tout ça, c'est des bagatelles. Pinochet et son régime a essayé, dans la mesure du possible, de faire croire qu'il n'y avait pas de torture, qu'il n'y avait rien, toujours dans l'hypocrisie. Quelques jours après, le 1er octobre 1973, on a eu une visite d'un comité de la Croix-Rouge. Dans ce comité de la Croix-Rouge, il y avait 2 personnes qui parlaient français, un qui parlait allemand. Il disait qu'il ne parlait pas espagnol, mais c'est pas vrai, il parlait espagnol. Donc, il a fallu, et un journaliste, amené comme journaliste. Alors c'est incroyable, parce que ce journaliste-là, c'était un jeune, qui avait été prisonnier dans le Lébou les premiers jours et qu'on l'a libéré. Et il est rentré faire des photos. Lui, il savait où il fallait aller faire des photos. Et il est rentré avec la commission. Et puis mon frère adoptif, Werner, s'est proposé pour traduire en allemand. Moi, je comptais me proposer pour traduire le français. Mais non, un seul suffisait. Ah, il a profité, Werner, pour raconter aux Allemands la vraie réalité du Lébou et que c'était un stock avant de passer à la torture, un gros stock. Les officiers, ils ont compris que lui, il utilisait des phrases bien plus longues que ce qu'il fallait traduire. Donc il a eu ses coups de culasse à ce sujet-là. Mais ce jour-là, ils nous ont mis des matelas, ils ont mis des matelas en dessous. Il a fallu tout nettoyer avant qu'ils arrivent. Même, on nous a fait prendre des douches sur le pont. Tout le monde à poil, avec des tuyaux. Bien sûr, à peine le comité de la Croix-Rouge est parti, ils ont enlevé les matelas. C'était juste pour faire la photo. Moi, j'ai toujours, et le gringo Werner aussi, volontaire pour faire les manutentions des fûts. D'ailleurs, ça lui a servi à lui pour dire qu'il était au Lébou. Lui, il avait été capitaine des bateaux de sauvetage en mer. Et pendant une manutention de fût, il a pu voir le canon de sauvetage en mer qui passait pas loin du bateau, et il leur a fait signe. Et il a été reconnu par ses collègues. Comme ça, ils ont su qu'il était prisonnier. Donc, on s'est toujours servi de ça. Je me rappelle une fois, c'était pour
pour la visite de la Croix-Rouge. Ils nous ont fait asseoir par terre. Ils ont fait asseoir par terre. Le sol métallique, mois de septembre, plein soleil, était extrêmement brûlant. Donc on s'est tous brûlé les fesses. Et Werner, qui avait les fesses bien plus claires que d'autres, il s'est brûlé profondément. À tel point que les jours qui ont suivi, il avait de la fièvre, il vomissait. Il a fallu l'enlever de là. Et il a été enlevé, et ils l'ont mis à notre demande dans les cabines, là où il y avait les femmes. Il y avait des femmes aussi emprisonnées. Et c'était pire. Par pure méchanceté, ils ont pris Werner dans une cabine et lui ont brûlé les fesses à l'acide. À tel point que, quand il est parti du Chili, réfugié en Allemagne, il a fallu l'opérer plusieurs fois. Et ces brûlures profondes l'ont poursuivi jusqu'à sa mort, en 2018. Dans ce bateau-là, j'ai vu aussi des gens que je connaissais, qui étaient professeurs à la Santa Maria. C'est le cas de Paddy Ahumada. C'est le cas de Gaston Pabst. C'est le cas de Tannenbaum. Il était dans une autre cave, je l'ai appris après. Mais il a été aussi emprisonné. Donc on est plusieurs professeurs à avoir été emprisonnés au Lébou. Tu sais, au Lébou, il y a eu des moments de détente. C'est vrai aussi que toutes les cales n'étaient pas pareilles. Il y a eu la cale numéro 4 où partaient les gens qui allaient être sortis du Lébou. Ils passaient par la cale numéro 4. Là, c'était plus détendu. Il y a même qui ont organisé des musiques, des peñas, on appelle ça truc folklorique, où les gens chantaient du tango. Il y en a qui ont fait des chansons pour le Lébou. Mais même à la cale numéro 2, là où on était, qui était plus hard, il y avait de la désobéissance. On était plusieurs à toujours être volontaires pour monter, descendre les fûts. Et l'objectif, entre autres, était d'enlever, chaque fois que la corde descendait, d'enlever des bouts de corde. On levait des petits bouts de corde qu'on mettait dans la poche. Et avec ça, on les mettait au soleil. Ils séchaient bien. Et avec des bouts de papier qu'on trouvait, des papiers de journaux, vraiment au fond de la cale, on arrivait à faire des cigarettes. Puis on descendait. Et en cachette, on arrivait à fumer. C'était horrible. Vraiment, ça passait pas. Mais ça donnait une sensation de liberté, une sensation de désobéissance. Il y en a, d'après ce qu'on m'a raconté plus tard, qui ont même fabriqué de l'alcool. Soit disant qu'à un moment donné, ils ont autorisé que les familles envoient des colis. Moi, j'étais déjà parti. Mais après, ça s'est ramolli un peu, la violence de tout ça. Donc, il y avait des colis qui rentraient, et avec les épluchures des oranges et des jus d'orange, et au soleil, on faisait fermenter ça. Il y en a qui ont fait de l'alcool. Il y a un groupe, les camarades me racontaient que quand ils ont annoncé qu'ils allaient fermer le Lébou, à un moment donné, ils l'ont fermé, tout le monde est parti, majoritairement à la prison de Valparaiso. Et ces gens-là, ils se sont dit, mais zut, on va partir, on va perdre l'alcool. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont descendus au fond de la cale, où il y avait le stock d'alcool, et ils ont tout bu la veille. Quand ils sont partis, ils zigzaguaient. Ils étaient totalement sous. Et puis les autres, ils croyaient qu'ils rigolaient d'eux. Ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'ils étaient sous avec de l'alcool fabriqué dans ces conditions-là. Donc voilà les coups de crosse. Et voilà, donc... je me rappelle d'ailleurs
il y a eu des moments franchement de fou rire, quoi. J'avais un prof de l'université, qui avait été mon prof, après il est devenu collègue. Il était enseignant de physique et très sérieux, El Padi Ahumada. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Un jour, j'ai marché la nuit, en essayant de ne pas écraser, parce qu'on ne voyait rien, écraser les gens, et je passe par-dessus le palier. Et qu'est-ce que je fais? Paf, je lui envoie un pet. Alors, je ne sais pas pourquoi, par quel phénomène physique, ça a sonné, mais comme si c'était une bombe. Vraiment, paf. Et donc par le haut, bah, ils ont allumé tout, ils ont sorti les mitraillettes. C'est qui a des armes? Où sont les bombes? Machin, sortez, on va vous sortir un par là, vous allez voir. Vraiment, ça sentait le roussi. J'étais obligé de. Ben, c'est moi. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a, machin, truc de quoi il s'agit, truc? Et moi, j'ai dit, mais excusez-moi, c'est que je suis malade, c'est un pet. C'est pas possible, un pet. Il voulait shooter et tout. Hein. Et donc, il dit, allez, lance un autre. Paf, j'en vois un autre, mais qui était pire encore. Et donc, tout le monde s'est mis à rigoler. Et pour éviter qu'il se fâche, je me rappelle même le pal, il a arrêté les chut, tout ça, ça s'est calmé. Mais bon, tout le monde était tellement nerveux que c'était des moments de soulagement.